Mais on va revenir justement sur c'était un des points qu'on voulait aborder, justement cette influence possible de toute l'anticipation et des débuts de la SF sur comment le réalisme fantastique a pu recycler ça à une certaine époque. Juste pour commencer, une question un peu bateau, mais de mise en jambe, c'est vous, comment vous avez eu le Matin des magiciens entre les mains la première fois? Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette lecture? C'est amusant, enfin c'est un souvenir de lointain, hein. C'est un de mes cousins qui m'avait donné l'édition en livre de poche, hein. Il y avait une édition, la première édition en livre de poche, en couverture un peu orange avec un nuage lenticulaire qui fait un peu penser à une soucoupe volante. Hein, je ne sais plus quand il date exactement ce volume, mais c'est la première édition en poche. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et puis un peu en même temps à peu près, un numéro de Planète aussi, quelques numéros de Planète, toujours de provenance un peu familiale, des cousins plus âgés que moi qui lisaient ça. Vous avez découvert ça dans les années 70 à peu près? Oui, même courant 60, hein, courant 60, hein, ouais. Courant 60 et vers la fin du on va dire courant 60, oui, fin 60, hein. Fin 60 en fait, et tout début 70. Parce qu'après tout de suite, je me suis intéressé très vite, je me suis intéressé à la science-fiction, en fait, depuis toujours, et à la bande dessinée. Donc forcément, il y avait ce passage dans les années fin 60, on ne pouvait pas passer à côté du Matin des magiciens. Il y avait des personnages de Berger, bon, très importants, qui étaient derrière. Donc immédiatement, on est obligé de savoir que ça existe. Hein. Berger, il avait un vrai rayonnement médiatique, par exemple, à l'époque, les gens l'identifiaient. C'est-à-dire que déjà, à partir du moment où moi je l'ai effectivement vraiment identifié, oui, c'est un personnage qui était très connu de différentes manières. Hein. Il s'était taillé une réputation, alors plusieurs réputations, mais celle de promoteur de la science-fiction était bien établie, puisque là aussi c'est un souvenir assez précis. Je vois une publicité dans, ça devait être Télé 7 jours, la revue familiale pour la télé qu'on a achetée, je crois que c'était Télé 7 jours, oui. Et il y avait une publicité pour une série de 12 volumes de science-fiction, les classiques de la science-fiction, qui était dirigée par Jacques Berger. Et la pub montrait, je crois qu'il y avait une photo de Gagarine, en expliquant que Gagarine avait été devenu cosmonaute parce qu'il avait lu La nébuleuse d'Andromède d'Efremov. Et il y avait aussi un mot de Bergier expliquant qu'Efremov était à la fois un grand scientifique et un auteur de science-fiction. Et j'avais réussi à convaincre mes parents de m'acheter cette série, bien sûr. Effectivement, les volumes étaient choisis par Bergier. Je me souviens que mon père était ingénieur, lui, de formation, tout ça, connaissait Bergier, et en voyant la pub, je le vois, il disait « Ah oui, oui, c'est bien, lui, c'est quelqu'un qui s'y connaît en science-fiction. » Voilà. Bon, donc voilà. Peut-être le premier vrai contact avec Bergier, amusant, c'est cette publicité pour sa collection de 12 volumes. D'ailleurs, c'est un très bon choix, hein, la collection Rencontre. Hein, c'est un texte très intéressant. Oui, c'est voilà. partie des... Et là, c'est après le Matin des magiciens. Hein, c'est même après Planète, hein, bon, qui a connu des avatars, des variations, le nouveau Planète, etc. Mais donc Berger profitait de bénéficiait de sa notoriété comme ça pour caser des trucs. Donc, dans le binôme Powell-Berger, vous êtes plutôt axé sur Berger? Ah oui, nettement, oui, nettement, oui. Oui, c'est le côté savant fou qui m'intéresse. Côté Powell, recherche de la spiritualité, m'intéresse très moyennement, mais très moyennement. Mais bon, comme les deux se sont retrouvés associés, c'est l'aspect Berger surtout qui me... Mais c'est vrai que ce sont deux personnalités très différentes, avec des parcours eux-mêmes très différents. Ah oui, c'est vrai que la jonction est improbable. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que c'est amusant aussi. Hein. C'est vrai que c'est intéressant. La jonction est quand même très, très improbable. Hein.
Ouais, pourtant, il y avait une vraie complémentarité, enfin en tout cas qui a fonctionné pendant près d'une quinzaine d'années, si on compte la période d'écriture, de gestation de Mathieu. Oui. Mais je crois que les deux, ça tient aux qualités des deux personnages. Hein. Powell, c'est un homme de presse quand même. Hein. C'est un type qui avait l'habitude, enfin il dirigeait plusieurs, qu'est-ce qu'il dirigeait Marie-France, non, je ne sais plus. Enfin, c'est un. Il a dirigé la rédaction du Figaro. Voilà, après, ça c'est après, mais avant il a toute une carrière de directeur. Et il fait travailler Berger dans l'espèce de collection de poche qui s'appelle. Le nom vient bien sûr de m'échapper là. J'ai fait un bouquin entier dessus, mais j'ai oublié le nom. La Bibliothèque mondiale, voilà, la Bibliothèque mondiale. C'était une collection de poches qu'on devait trouver dans. C'était pas cher, qui rééditait des classiques avec des dossiers dans les années 50. Hein. Il avait embauché Berger pour faire de temps en temps des présentations. C'est extrêmement drôle parce que si on prend la peine de dépouiller cette collection, il y a dû y avoir plus d'une centaine de titres. Il y a de n'importe quoi, il y a de tout et n'importe quoi. Il y a du Pierre Benoît, il y a du Balzac, il y a du Stevenson, enfin il y a tout ce qu'on peut. Il y a même eu à un moment donné. Je ne me trompe pas, il y a aussi une édition à la fin là, de Lovecraft. Hein. Je crois que des Monts et Merveilles doit avoir une édition dans cette collection. Mais il y a de tout, absolument de tout. L'art d'aimer d'Ovide, hein, qui bénéficie aussi d'une préface de Berger. En fait, ce qui est très amusant, c'est que Berger était capable de faire une préface sur n'importe quoi. Sauf qu'il le ramenait toujours à ses sujets d'intérêt. Donc c'est très drôle de lire cette période-là, parce qu'on y trouve dedans très largement une bonne partie de ce qui se fera le Matin des magiciens. C'est assez amusant hein, de voir. Il y a même des passages qu'on pourrait presque retrouver recopiés dans le Matin des magiciens. Donc finalement, je crois que... Le travail préparatoire au Matin des magiciens, ouais. Avec la plume de Powell, ce qui vient se rajouter pour mettre tout ça en forme... c'est vrai que le rédacteur, celui qui écrit vraiment, c'est Powell, c'est évident. Hein. D'ailleurs, le jeu du Matin des magiciens, c'est le jeu de Powell, hein. C'est pas le jeu de Berger. De temps en temps, il donne la parole à Berger. Hein. Je sais qu'il y a un passage dans le Matin des magiciens où il reprend un texte d'ailleurs qui avait été publié dans la Bibliothèque mondiale, où Berger raconte son départ du camp de concentration quand il est libéré. Il s'envole, on l'amène en avion avec un certain nombre de gens pas en état moyen, et il revient, et là il découvre dans l'avion déjà qu'il ramène, discute avec l'équipage qui lui explique très vite les nouveautés techniques qu'il y a, qu'il trouve absolument extraordinaire. En fait, les 2 ans où il a été coupé quand même de ce qui se passait pour cause, et qu'il trouve incroyable. Il pose une question, il dit « alors, et la bombe atomique ?» Et il dit « on me répond, il y a des rumeurs. » Oui, en effet, on est en mai 45, on lui répond « il y a des rumeurs ». Et puis il arrive à Paris, et la première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est pas de rentrer chez lui, c'est de se précipiter chez Brentanos pour acheter des revues. C'est extraordinaire. Et le type, il revient dans un camp de concentration. Et c'est la première chose qu'il fait. Et là, il lit avidement les revues scientifiques pour savoir qu'est-ce qui est arrivé pendant son absence. Pour se mettre à niveau, ouais, ça en dit long sur l'appétit. Ça en dit long sur son appétit, et dans sur le Matin des magiciens, il dit finalement, c'est un peu comme je suis revenu du camp de concentration, comme si j'avais subi une espèce de rituel, je survécu à ça, comme si c'était une espèce de renaissance. Hein, voilà. Et donc c'est pour ça que c'est repris dans le Matin des magiciens, parce que ça va bien dans l'esprit du bouquin. Donc voilà, ça par contre c'est du pur Berger, qui se trouve collé dans le Matin des magiciens. C'est vrai que c'est pas très cohérent sur ce plan, ça passe du nous au jeu, oui, voilà, au jeu de Berger, au jeu de Powell. Oui. Il y a visiblement pas mal d'incohérences. Ah oui, c'est un travail de collage. Hein. Il y a visiblement des paragraphes qui sont annoncés qui sont pas... Oui, il y en a un qui avait été annoncé qu'on n'a jamais vu. Oui, c'est pas un travail
c'est vrai que c'est un ouvrage assez étrange par sa manière dont il est fabriqué, avec en plus à l'intérieur des textes de fiction, ce qui est tout de même pas banal. Faire un essai dans lequel on insère des nouvelles de science-fiction d'ailleurs, hein, la nouvelle de Clarke, la nouvelle un texte d'Arthur Machen, ou Maren, je ne sais plus comment il fallait prononcer, la nouvelle de Miller qui est assez extraordinaire sur un cantique pour Leibowitz, comment dans une période d'effondrement on peut essayer de tout de même conserver le savoir. Ça, c'est une obsession de Berger, ça, la conservation du savoir. Le fait de retrouver des savoirs disparus. Le fait de trouver des savoirs disparus, voilà. Il y a un bout de Borges aussi, je crois bien, une nouvelle de... Et il y a une nouvelle de Borges aussi. Oui, c'est aussi une espèce d'anthologie de science-fiction et de fantastique. Enfin, cette idée de prévenir dès le début, et à plusieurs reprises dans le livre, on en parlait tout à l'heure avec Farid, on vous prévient, il y a des faits, il y a une étude, mais il y a aussi, on insuffle aussi de la fiction dans tout ça, et sans doute qu'on dit des grosses âneries aussi. Oui, ça c'est une précaution assez astucieuse, oui. Oui, qui est très... Il faut quand même voir le document que l'on a, où on voit parler Berger. Hein, il y a quand même un certain nombre de films, en plus les témoignages. Il faut voir dans les interviews l'aplomb qu'il a. Il peut vous dire des trucs complètement ahurissants. Et en vrai, moi je l'ai croisé une fois Berger, c'est tout, dans une librairie à Zatot. Hein. Je pense peu de temps avant sa mort, où il passait, mais j'ai juste croisé, je n'ai pas discuté avec lui, je peux aussi lui adresser la parole. Mais visiblement, c'est quelqu'un qui mettait complètement en boîte son auditoire. Hein. Tous les gens qui l'ont connu expliquent qu'il fascinait les gens par son bagou, son discours, et tout le monde l'écoutait stupéfait, même en se méfiant, mais c'était pas possible de ne pas être séduit. De très facétieux, et c'est un grand plaisantin. C'est un grand plaisantin, oui, c'est un grand plaisantin. C'est un grand mythomane, mais mythomane tendance plaisanterie. Oui, parce qu'en même temps, c'est difficile, comme vous dites, il a un tel aplomb que c'est difficile de savoir si c'est du lard ou du cochon, de savoir s'il y croit lui-même ou pas. Oui, c'est très difficile. Oui, c'est très difficile. On peut faire des tris tout de même, à force de le lire, et on voit tout de même les choses auxquelles il croyait, un peu étranges, hein. Et puis celles auxquelles il ne croyait pas. Bon, le cas le plus classique, c'est les soucoupes volantes, qu'il n'a jamais accepté de prendre au sérieux, entre guillemets, même si le phénomène l'intéressait, bien sûr. Mais pour lui, l'idée que des extraterrestres, via des témoignages d'extraterrestres qui nous rendent visite dans des engins spatiaux, pour lui, c'était absurde. Hein. Alors, il y avait un phénomène, sans doute, hein, bien sûr, mais ce n'est certainement pas des extraterrestres qui nous rendaient visite. Donc ça, c'est une chose assez intéressante à laquelle il ne croyait pas. En mettant des guillemets autour du terme « croire », bien sûr, là, puisque c'est une espèce de conviction qui est un peu difficile à prouver. Et par contre, il était vraiment persuadé qu'il y avait des choses à découvrir en chimie, en rapport avec l'alchimie. Savoir que des phénomènes comme les transmutations d'éléments, il y avait possibilité de les obtenir par d'autres voies que, disons, celle de la chimie qui est classique, mais qu'il connaissait, puisque c'était un chimiste de formation, Berger, c'était un chimiste d'abord. Il connaissait bien, et il était assez persuadé, visiblement, qu'il y avait des techniques qui permettraient d'obtenir des transmutations, par exemple, de manière plus simple que ce que dit la chimie moderne. Ça fait partie des choses auxquelles je pense qu'il croyait, sans que ce soit... je pense qu'il aurait pu... On aurait pu discuter avec lui, il aurait pu se convaincre du contraire aussi. La parapsychologie, c'est un petit peu plus compliqué. Je n'ai pas l'impression, malgré les efforts qu'il fait pour lui donner un caractère scientifique, qu'il y croit beaucoup. C'est assez curieux. J'ai l'impression que pour lui, c'est plus un jeu. Il dit si la parapsychologie fonctionnait, transmission de pensée, etc.,
ça marcherait comme ça. Bon, c'est une belle démarche, mais ça ne veut pas dire qu'il croit que ça fonctionne, effectivement. En même temps, dans le Matin des magiciens, il y a quand même toute la troisième partie qui est orientée sur le devenir mutant de l'être humain. Oui, tout à fait. Les pouvoirs insoupçonnés du cerveau. Les pouvoirs insoupçonnés du cerveau, oui, aussi. Oui, ça c'est... il faut lire les quelques textes, entre guillemets, je dirais sérieux, c'est-à-dire un peu technique. Par sérieux, je veux dire un peu technique, qu'il a consacré à la parapsychologie, notamment au problème de transmission de pensée. C'est intéressant de les lire. C'est très technique, il n'y en a pas beaucoup. On trouve ça dans... Je crois que c'était dans la Tour Saint-Jacques. Il y avait une espèce de supplément dans la revue de la Tour Saint-Jacques. Et on voit que c'est très technique. Il en donne des explications techniques. Mais scientifique, quoi. Voilà, qui se veut être scientifique, mais en même temps, c'est assez étonnant. Il explique que les expériences de Rhine, qui est quand même un des personnages qui a le plus, savant américain, qui a le plus fait la promotion de la parapsychologie, parce qu'il a fait quand même beaucoup d'expériences, il explique pourquoi elles n'ont pas de valeur. Donc, on est tout le temps à hésiter, puisque c'est plutôt pourquoi la parapsychologie a l'air sérieuse. Elle a l'air sérieuse parce que Rhine fait des expériences dessus, on en parle, on traduit ses livres, on traduit des articles. Berger s'intéresse et il dit oui, mais ces protocoles scientifiques ne valent rien. Ah bon? C'est drôle, alors qu'en même temps, il dit qu'il faut étudier la parapsychologie. Enfin, il est tout le temps entre les deux. C'est très très difficile de savoir ce qu'il croit. Certains de ses amis prétendent qu'il ne croyait pratiquement à rien et que tout était entièrement un jeu intellectuel, argumenté. Ah bon, il y a des gens qui ne croient pas du tout? Oh. Je vais m'amuser à leur montrer qu'ils ont tort d'être péremptoires et je mets le doigt sur tout ce qui est problématique, troublant. Je crois que c'est ça la clé de Berger, mettre le doigt sur tout ce qui est troublant et qui ne va pas dans le sens de ce qu'on croit être vrai. C'est pour ça qu'il est passionné par Charles Fort. Pour lui, c'est on relève les anomalies. Maintenant, après, faire une théorie avec des anomalies, lui, il en fait tous les matins. Est-ce que ça veut dire qu'elle décrive quelque chose? Est-ce qu'elle décrive correctement? Ça, c'est tout à fait un autre problème. C'est vrai que c'est un personnage difficile à cerner, c'est ce qui le rend fascinant. C'est ce qui le rend, passionnant. Au fond Berger, là, il y a un lecteur qui lui envoie qui lui parle du continuum nu, du continuum de nu. Oui, le continuum nu. La réponse de Berger, elle est lapidaire. Le continuum de nu n'a jamais existé. Ah oui, mais c'est vrai qu'il est là. Et ça, c'est très drôle quand on lit ça, parce que ça a des surprises tout de même, parce qu'on a. Il y a tout de même des choses qui soutient, le savoir passé des anciennes civilisations, c'est une chose qui l'intéresse. Enfin, il y croit, oui, il y croit. C'est-à-dire qu'il pense qu'effectivement, il y avait des techniques connues qui ont été oubliées, perdues. Mais ça n'empêche pas comme ça, de fusiller les théories, les extrapolations de ce type-là, qui pour lui sont de la plaisanterie. Enfin, ça, il connaît quand même très bien certains personnages, enfin l'histoire de certains personnages. Quand on lit le Matin des magiciens et qu'on voit ce qu'il raconte, enfin ce que tous les deux racontent, sur Gurdjieff, c'est assez intéressant parce que on peut trouver des textes un petit peu anciens de Jacques Bergier, dans lequel il explique bien que Gurdjieff c'est un fumiste total. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même plus le témoignage de Powell à travers le Matin des magiciens, puisqu'il sort quelques années avant, c'est la période de Gurdjieff. Oui, tout à fait. En passant, il n'a pas forcément connu tant que ça, d'après les témoignages qu'on a pu avoir. Alors que d'après le livre, on a l'impression qu'il a vécu toute les entraînements. Oui. Quand on lit sur M. Gurdjieff, on a effectivement quand même l'impression. C'est vrai que c'est beaucoup du témoignage réécrit. Mais c'est vrai qu'on se dit qu'il l'a quand même pas mal rencontré. Mais il y a un petit côté règlement de compte avec Gurdjieff dans le Matin des magiciens, je trouve. En même temps, il explique que c'est de passer par là qui lui a permis ensuite de s'intéresser aux sciences et rencontrer
Il a rencontré Berger, c'est comme ça qu'il Oui, a travaillé d'ailleurs, sur en fin de compte, c'est l'aspect positif. Mais pour Berger, là, par contre, ça fait partie des personnages qui, pour lui, étaient des purs gourous manipulateurs, avec des purs charlatans, voilà. dont la seule qualité était d'être des manipulateurs. Ça, c'est une qualité. Et comme on a commencé notre conversation sur la proto-SF, l'anticipation, le merveilleux scientifique, etc., dans quelle mesure vous pensez que